Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Ouverture mercredi à Kigali au Rwanda de la 3e édition du sommet Transform Africa avec plus de 3000 participants. Ville intelligente à développement accéléré, c'est le thème de ce sommet qui a vu la présentation par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta des progrès de la télémédecine au Mali. Plénière à l'Assemblée nationale, les élus de la nation ont adopté ce matin 2 projets de loi. Celui portant un règlement du budget d'État 2013 et le projet de loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique. 11 mai 2017, 36e anniversaire de la disparition de l'icône du reggae Robert Nesta Marley. À l'occasion, la communauté Rasta du Mali commémore l'anniversaire de la mort de celui qui aura donné à ce genre musical ses lettres de noblesse. Restez sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. C'est parti depuis ce mercredi à Kigali pour la 3e édition du sommet Transform Africa. La rencontre réunit plus de 3000 participants. La deuxième journée était d'abord consacrée à un sommet dit des leaders. Les chefs d'État et de gouvernement ont animé un panel de haut niveau sur le thème du sommet, ville intelligente, développement accéléré. Une occasion pour chaque dirigeant de présenter les initiatives en cours et à venir dans son pays. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré et Abdul Salam Bambara. L'édition 2017 du sommet Transform Africa met un accent particulier sur le développement des villes connectées en Afrique grâce au pouvoir des TIC. Ce rendez-vous annuel mobilise dans la capitale rwandaise plus de 3000 participants. Ils sont venus plaider pour un réseau africain unique. Ils vont aussi travailler à de nouvelles stratégies pour accélérer la révolution numérique sur le continent. Pour cela, le président rwandais, initiateur de Smart Africa, appelle ses pairs à investir dans la volonté politique et à promouvoir davantage les jeunes talents africains. Je pense que nous devons investir davantage dans notre volonté politique et dans le sens d'urgence qui doit nous habiter et qui doit accélérer tout ce qui est important. Nous devons commencer par ce que nous avons déjà. C'est ce qui est possible en tenant compte de nos moyens, les moyens que nous avons, les moyens du bord, et cela nous permettra de pouvoir accélérer les choses. Ce sont les jeunes talents africains qui pourraient nous aider à réaliser cela. Vous verrez que ces jeunes talents font un travail considérable en dehors de ce continent et qui sont en train d'aider à réaliser certaines promesses dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde, alors que nous sommes ici avec la main tendue en train de mendier. Il faudrait que nous puissions trouver les voies et moyens de pouvoir réorganiser les choses. L'objectif de ce sommet est donc de permettre aux États membres de devenir des économies intelligentes et innovantes avec des climats d'affaires favorables qui attirent les investissements. Des jeunes innovateurs sont là justement pour présenter et soumettre leurs idées à des investisseurs technologiques. Un tour dans les stands aura permis aux chefs d'État et de gouvernement de mesurer déjà l'avancée technologique sur le continent. Toute la palette de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce au TIC est impressionnante. Et j'ai vu qu'aujourd'hui il y a 50 000 km de fibres optiques installées dans cette partie de l'Afrique. Et j'ai plaidé évidemment avec mon frère Mahamadou Soufou pour que rapidement également cela s'étend vers nous en Afrique de l'Ouest. Chez nous, je l'ai dit, nous avons 9000 km déjà de fibres optiques. Nous sommes en train d'en mettre encore 2000, mais nous allons pouvoir faire beaucoup plus encore. Et ce que je n'ai pas dit ce matin, qui est une réalité aujourd'hui, c'est que le roaming actuellement est entièrement libre entre nous et la Côte d'Ivoire et la Guinée.
et le Sénégal. Et ça va s'étendre à d'autres pays dans les temps qui viennent. Et ce qu'on voit ici aujourd'hui, comme application pratique, dans tout ce qui vient faciliter la vie au quotidien, va du monde rural à la vie en milieu urbain de manière fabuleuse. Tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui est aujourd'hui possible grâce au progrès en matière d'électronique et de technologies nouvelles. En marge de ce sommet, les premières dames se réunissent aussi pour le Smart Africa des femmes. En plus, plusieurs panels et tables rondes sont prévus sur différentes thématiques, notamment dans les secteurs de l'énergie, l'assainissement, la sécurité, le transport ou encore le logement. Dans son intervention, le président de la République a présenté les succès de la télémédecine dans notre pays. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi salué la contribution de la diaspora malienne dans l'innovation technologique avant de plaider en faveur de l'innovation technologique dans le secteur agricole en vue d'assurer le développement économique du continent. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux. Journée assez chargée pour le président de la République à Kigali. Après son intervention au panel des chefs d'État, Ibrahim Boubacar Keïta participe à la 5e session du conseil d'administration de Smart Africa, une séance de travail sanctionnée par une série de décisions. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a souhaité qu'il ne faut pas que Smart Africa soit que rwandais. Donc il a émis le vœu que dorénavant ça soit tournant entre les pays africains. Et deuxième décision très importante, c'est l'alimentation du fonds dédié aux jeunes qu'on appelle le fonds boursier. Ce fonds, le Mali a alimenté à hauteur de souhait. Ça veut dire que le Mali soutient fortement ce projet. En ce qui concerne le Mali, vous savez que le Mali a choisi le projet phare innovation des jeunes, entrepreneuriat, création d'emplois. Et notre président de la République a d'ailleurs animé un panel cet après-midi par rapport à ce point. Et ces différents éléments s'inscrivent parfaitement dans notre projet phare Mali numérique 2020. Et dans le projet Mali numérique 2020, vous savez que l'État doit prendre de grandes décisions. Il y a de grandes réformes innovantes, comme la création de plus de 20 000 emplois au niveau des jeunes, de la jeunesse, la formation de 40 000 fonctionnaires au niveau de l'État, ainsi que mettre en place un dispositif jeunes, talentueux dans le domaine des TIC, environ 1200 personnes. Ça veut dire que tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui ici s'inscrit dans ce que nous, de jour en jour, nous essayons de mettre en œuvre pour que le Mali aussi vive l'heure de la révolution numérique. Cette session est suivie d'une autre rencontre dédiée à la jeunesse et au développement des villes africaines. Cette réunion est présidée par le chef de l'État et regroupe essentiellement des élus communaux, dont une dizaine venus du Mali. Il y a un tel événement de dire que l'Afrique est en train de bouger sur le numérique, il est normal que les collectivités maliennes soient présentes au même titre que les autres collectivités, en tout cas de l'Afrique, parce que c'est ensemble que nous allons construire l'Afrique. Et nous ne pouvons plus nous permettre de prendre du retard et de nous informer, de dire le peu de moyens qu'on a, on peut le faire. Maintenant, c'est de pouvoir généraliser ça. Pour généraliser, il faut que nous venions nous enrichir de l'expérience des autres. S'adressant aux participants, le président de la République rappelle les défis au Mali avant de dévoiler ses ambitions. Nous sommes conscients au Mali que le contenu, les applications concrètes sont très importantes et les services. Mais une attention particulière doit être accordée à la disponibilité d'infrastructures de télécommunications sur lesquelles nous baser pour développer Smart Africa. Sur ce plan, le backbone national d'infrastructure de fibre optique du Mali est en bonne voie de réalisation à travers une combinaison de tronçons de réseaux financés, soit par des investissements privés, opérateurs de télécommunications, soit par des investissements publics. Nous avons aujourd'hui plus de 9000 km de fibre optique en service, près de 2000 en cours de réalisation et environ 3000 km
au stade de recherche de financement. Au niveau de l'industrie locale du numérique, l'objectif inscrit dans notre plan est de développer le secteur du numérique en soutenant la création et l'émergence de nouveaux acteurs, en créant 21 500 emplois supplémentaires d'ici 2020 et en portant la part du secteur numérique dans le PIB de 7% à 12%. Il est aussi prévu de relancer les activités du complexe numérique de Bamako, de créer un centre d'accueil technologique dans chaque capitale régionale, de mettre en place divers fonds dédiés au financement, d'amorçage et de développement, de fonds d'investissement public-privé dédiés aux entreprises du secteur numérique, de créer des structures d'accueil et d'incubation en PPP, partenariat public-privé, offrant aux start-up des services d'information et d'accompagnement adaptés à leurs besoins, de créer dans chaque capitale régionale, en partenariat public-privé, un centre d'incubateur d'entreprises à travers la Poste. À la veille de toutes ces rencontres, le président Paul Kagame et son épouse ont organisé une soirée culturelle pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Voilà, c'était là plutôt dans ce reportage la participation du chef de l'État à la 5e session du Conseil de Smart Africa. À l'issue des travaux de cette session, les chefs d'État et de gouvernement ont pris plusieurs décisions pour le bon fonctionnement de l'organisation. Et juste après, Ibrahim Boubacar Keïta a présidé une session dédiée à la jeunesse et au développement des villes africaines, session qui a mobilisé une dizaine de maires venus de Bamako. Au cours de ce sommet, le président de la République a aussi salué la contribution de la diaspora malienne dans l'innovation technologique avant de plaider en faveur de l'innovation technologique dans le secteur agricole en vue d'assurer le développement économique du continent. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux qui ont recueilli les propos du chef de l'État. Un hommage mérité à mon frère Paul Kagame et au Rwanda. Paul vient de dire que souvent nous avons manqué du sens de l'urgence et de l'opportunité. Fort heureusement, lui non. Et également la volonté. La volonté est un sens fort ancré de la dignité, du sentiment de dignité et d'honneur. J'ai noté qu'il a parlé de main tendue. Et c'est cette dédicace à l'Afrique et ce souci viscéral de dignité qui fait que nous sommes ici aujourd'hui et totalement à l'aise et merveilleusement heureux du succès de Smart Africa qu'il a lancé. C'est une rencontre africaine dans l'intérêt de l'Afrique. La rencontre entre Paul et notre jeune compatriote Amadou Touré. Paul aurait pu avoir aucun intérêt pour cet homme qui n'était pas son compatriote. Mais je dis aujourd'hui quelque chose, il n'y a pas à rougir, mais il va peut-être un peu transpirer. Il aurait pu se dire, je le connais, il est un cadre brillant, mais son sort, au fond, m'indiffère, il n'est pas rwandais. Mais non. Paul a été pour beaucoup dans le choix de Touré à l'Union internationale de télécommunications. Il n'y a pas de hasard. Il l'a fait. Il l'a fait. Paul, c'est le cas le jour de le dire, je le dis. Il l'a fait parce qu'il a d'abord souci de l'Afrique. De la présence de l'Afrique au monde. Pas une présence mendiée de celle de ceux qui tendent la sébile, mais de l'Afrique de la qualité, de l'Afrique de la compétence. Il ne s'agit pas de noircir pour africaniser, il s'agit d'africaniser à hauteur de compétences et de souhaits. Si l'on veut rivaliser avec le monde, on le fait à hauteur de compétences avérées. Quand GJSS disait dans les années 70, à la grande surprise du monde, qui ne le croyaient pas, qui ont entendu cela avec beaucoup d'amusement, que l'Afrique est le continent de l'avenir, parce que l'Afrique va économiser des stades de développement qui ont été imposés à d'autres nations, à d'autres États, à d'autres pays, grâce aux microprocesseurs. Mais on y est. On y est aujourd'hui. Et pensez un peu à toutes les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. À un pays comme le mien,
très enclavé s'il en fut, sans accès côtier, mais très vaste, avec une dominante rurale, agricole, et tel est d'ailleurs le choix que nous avons fait, de faire de notre secteur agricole le moteur de notre développement. Nous avons de volonté politique délibérée décidé d'octroyer 15% de notre budget au développement de l'agriculture. Eh bien, nous en avons pris. Avec cette année 8 800 000 tonnes de céréales. Et aujourd'hui également, après les récoltes de cette année, deuxième producteur de coton. Mais tout cela pourrait être vain s'il y avait un système de communication, de mise en liaison entre les secteurs de production et ceux dans lesquels il y a des déficits. Grâce aux nouvelles technologies, nos paysans, qui ont réussi d'ailleurs à mettre en place une bourse agricole, peuvent communiquer et échanger. Dans le temps, nous avions des stocks qui étaient là, qui faisaient des montagnes qui pouvaient pourrir au soleil. Aujourd'hui, de moins en moins cela. Donc, la vie des hommes a changé. La vie du peuple a changé quelque part. Mais il y a aussi, il faut le dire, la contribution significative de notre diaspora. Nous sommes un pays d'émigration. Et cette diaspora également a contribué au développement des TIC au Mali. Aujourd'hui, nous avons 9000 km de fibres optiques, 2000 km en construction. Nous avons également, dans notre souci lié à ce secteur qui est très promoteur et qui est l'avenir, compris qu'il fallait encourager l'innovation, la création, la créativité. Pourquoi nous prévoyons d'appuyer à la création de 60 startups dans les mois à venir. Tout cela pour vous dire que nous croyons en cette révolution du numérique, car nous en savons le gain économique, mais le gain social. Pays enclavé avec des longues distances également. La télémédecine chez nous, aujourd'hui, est à l'œuvre. Quand un chirurgien émérite depuis Bamako peut aider son jeune confrère qui est à Gao, dans une zone difficile, à faire une opération compliquée autrefois, même voire impossible, cela sauve la vie. Donc chez nous, aujourd'hui, la conviction est faite que telle est la voie de l'avenir. Nous continuons à présent de cet avis avant de retrouver l'actualité au plan purement national. Le consul général du Mali à Paris porte à la connaissance de la communauté malienne qu'il organise des sessions d'enrôlement au RAVEC dans certaines localités suivant le calendrier ci-après. Du 15 mai au 2 juin 2017 de 9h à 17h au 170 rue Guillaume Brissonnet, 77 100 Meaux, Gare de Meaux, bus M1, arrêt collège Dunant. Du 3 au 4 juin 2017 de 10h à 16h au centre social des Chaises 4540 Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans. Plénière à l'Assemblée nationale, les élus de la nation ont adopté ce matin le projet de loi, celui portant règlement du budget d'État 2013 défendu par le ministre de l'Économie et des Finances et le projet de loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique initié par le ministre de la Culture. Le projet de loi relatif au règlement du budget d'État 2013 fait ressortir les résultats d'exécution du budget d'État 2013 et le deuxième projet de loi apporte un traitement de la problématique du droit de la propriété littéraire et artistique, d'où la grande mobilisation des artistes ce jeudi à l'hémicycle. Le compte rendu de Sira Bakili. Des artistes à l'Assemblée nationale et en grand nombre. Rassurez-vous, ce n'était pas pour une partie du concert, mais plutôt former un bloc derrière le ministre de la Culture pour faire passer à l'hémicycle le projet de loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique. Djaï Ramatoulaye Diallo est venu défendre ce projet de loi. Une obligation de faire évoluer les textes pour protéger nos artistes, pour protéger nos acteurs culturels en général, mais aussi pour nous conformer à nos engagements propres dans la sous-région et même dans le monde. En protégeant les droits de nos artistes et
et de nos acteurs culturels, nous protégeons avant tout notre culture. La propriété intellectuelle au Mali a fait pendant longtemps le rayonnement de notre pays. Ce sont ces artistes-là qui ont porté très loin ce pays-là pendant longtemps. Mais quand vous voyez ces artistes, la fin de leur vie, c'est vraiment généralement des fins tragiques. Et comment faire pour que, en tout cas, au moins, leur propriété puisse être là pour qu'ils puissent vivre de leur propriété. C'est pourquoi la loi, je pense que c'est une des meilleures lois que l'Assemblée nationale a votées. Les députés ont donné leur quitus pour la mise en route de cette loi avec 102 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les artistes sont comblés après une longue lutte. Je dis alhamdulillah parce que c'était une loi beaucoup attendue par les artistes. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette loi enfin votée. Parce que nous l'avons beaucoup attendue. Si on se réfère déjà aux différentes tentatives, aux essais du décret jusqu'à un projet de loi, eh bien, ça devenait pour nous comme un rêve qui n'arrivait plus. Et aujourd'hui, nous sommes tous les artistes du Mali sont tous heureux. Autre projet de loi voté à l'Assemblée nationale, le premier d'ailleurs ce jeudi, c'est celui portant un règlement du budget d'État 2013. Il a été adopté avec 104 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Quand le gouvernement finit d'exécuter ce qu'il a prélevé sur la population, il est bon que les députés sachent comment ce fonds a été utilisé. Et c'est l'utilisation de ce fonds qui constitue la loi de règlement. Autrement dit, dans l'année, il y a deux lois de finances qu'on peut voter pour une même année budgétaire. Il y a la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative qui rectifie la loi de finances initiale si le gouvernement constate qu'il y a des insuffisances ou des irrégularités. Et c'est l'exécution de ces deux lois de finances qui autorise un rapport qu'on appelle loi de règlement. Et ce matin, nous avions sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi de règlement, mais pour l'année budgétaire 2013. Ça veut dire que nous sommes un peu en retard par rapport à l'exécution de ce programme. Ce retard est dû au fait qu'en 2012, le pays traversait une crise et par rapport à cette crise, l'Assemblée a cessé de fonctionner à un moment donné. Le projet de loi portant règlement du budget fait état du contexte d'exécution du budget d'État 2013, des prévisions ainsi que des résultats d'exécution du budget d'État. Tous les engagements pris par l'État malien et les critères de performance ont été atteints, selon le chef de délégation de la mission du Fonds monétaire international en séjour au Mali. C'est à la faveur de la 7e revue du FMI dans notre pays. Madame Bouriana et ses collègues en fin de mission ont animé une présentation des conclusions de la mission couplée à une conférence de presse sous la direction du ministre de l'économie. Le compte rendu de Nyanya Aliou Traoré. Depuis une dizaine de jours, l'économie et la finance malienne sont passées au pays fin afin d'en évaluer sa croissance. Le Fonds monétaire international FMI est à Bamako dans le cadre de sa 7e revue. Les nouvelles sont assez rassurantes puisque l'organisation financière affirme que tous les engagements pris par l'État malien et les critères de performance ont été atteints. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit maintenant de maintenir ce cap car les risques ne sont jamais loin, surtout dans un pays comme le Mali qui se relève tout doucement de sa crise sécuritaire, ajoutera le chef de mission. D'un côté, c'est une tragédie humaine. En outre, cela aussi provoque des défis terribles en ce qui concerne le rôle de l'État. La capacité de l'État à assurer des services dans ces zones-là. Quand on a moins de contrôle, il est vraiment difficile de lever l'impôt. Et aussi un impact sur les dépenses. Parce qu'un État est obligé, quand on fait face à des défis sécuritaires comme ça, à allouer une partie de son budget, à une partie beaucoup plus importante de son budget sur des dépenses de sécurité. Et évidemment, ce sont toutes dépenses de sécurité supplémentaires, sont des dépenses en moins sur la santé, l'éducation, tous les besoins de développement. Mais évidemment, les risques sont là. On dit qu'il va falloir être extrêmement prudent, consolider les acquis, continuer dans les réformes. Nous sommes dans la logique d'aller vers le respect du critère de convergence au niveau de l'UEMOA qui est 3%. Nous espérons que nous allons l'atteindre
en 2019. Sur le déficit, les efforts continueront à être faits. L'élément le plus inquiétant peut-être pour moi, c'est sur la dette publique et la gestion de cette dette. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, vous l'avez déjà dit, mais il faut faire attention. La présentation des principales conclusions de la mission du FMI s'est faite autour de 2 axes principaux, notamment la présentation des perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne. Le monde des finances du Mali était présent ainsi que la société civile. Certains se sont apaisantis sur le développement du secteur informel. D'autres ont parlé de l'utilisation adéquate de recettes d'exonération, de la politique de fiscalité en cours au Mali, d'industrialisation ou encore de la formation du capital humain. En conclusion, le chef de mission du FMI dira que les États doivent dépenser mieux pour gagner plus en favorisant le climat des affaires, renforçant la compétitivité et rendre la croissance plus inclusive. Pour mieux accompagner le gouvernement malien dans sa recherche d'une paix durable après les exploits réalisés par la première phase du Fonds de consolidation de la paix au Mali, la communauté internationale assiste notre pays pour la mise en œuvre de la phase 2 du Fonds de consolidation de la paix avec un financement de 8 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs CFA. Les acteurs sont réunis à l'hôtel Salam pour 2 jours de travaux pour identifier et trouver des stratégies dans la mise en œuvre de cette deuxième phase. Le reportage de Mamoutou Dante. Cette rencontre a été initiée pour valider les acquis de la première phase du projet du Fonds de consolidation de la paix au Mali, des acquis qui conduiront à la mise en œuvre de la seconde phase, financée par la communauté internationale à plus de 4 milliards de francs CFA. Depuis la fin de la crise multidimensionnelle qui affecte notre pays, a pu bénéficier de près de 17 millions de dollars, qui est quand même une enveloppe assez importante, qui a aidé dans des efforts de réconciliation nationale, qui a aidé aussi à financer les sites de cantonnement, qui a aidé aussi à financer des projets, par exemple, pour des femmes victimes de violences sexuelles. L'atelier avait pour ambition de réunir tout le monde, gouvernement, les agences des Nations Unies, la MINUSMA, mais aussi les partenaires techniques et financiers, et comme les communautés et les organisations de la société civile, pour apprendre les leçons de l'exécution de cette première phase, voir ce qui a marché dans le financement de ces projets, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut en tirer les leçons pour cette deuxième phase en fixant de nouvelles priorités. Justement, cette phase-là, c'est la programmation de la prochaine VT. Donc, je crois qu'au niveau des communautés, au niveau de ce qu'il y a à faire, à travers ce comité de pilotage, à travers ces réflexions, on pourra voir, canaliser comment on peut encore consolider davantage la paix et la stabilité au Mali. À la fin des travaux, les recommandations issues des discussions permettront de mieux identifier les domaines prioritaires et des zones d'intervention du projet pour la phase 2. Il y a plus d'un mois que les cours sont interrompus dans les établissements supérieurs suite à une grève illimitée des professeurs. En protestation à cette situation, le bureau de coordination de l'AEM, l'association des élèves et étudiants du Mali, vient d'organiser une marche qui a pris fin à la primature où les responsables estudiantins ont été reçus par le chef du gouvernement à qui ils ont remis une déclaration. Batraoré, reportage. Sortis nombreux, les marcheurs sont partis du monument de l'indépendance à la cité administrative avec des messages comme la reprise immédiate des cours, nous voulons étudier ou tout sauf une année blanche. Encadrés par un impressionnant dispositif sécuritaire, les élèves et étudiants ont atteint le portail est de la primature. À l'issue de la marche, une délégation restreinte du bureau de coordination de l'AEM a été reçue par le Premier ministre entouré par certains membres du gouvernement. Là, les responsables de l'AEM ont fait une déclaration résumant les raisons de leur frustration. Les élèves et étudiants, conscients que l'école demande l'implication de tous ces acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants et les personnels d'administration. Le bureau de coordination, vu la durée de ces grèves illimitées des enseignants, vu les responsabilités de l'AEM face à ces militants, au vu de ces militants, vu les enjeux d'une année blanche, les élèves et étudiants demandent, réclament la reprise des cours immédiatement. La reprise des cours parce que nous en avons besoin. Nous voulons que toutes les deux parties voient l'avenir de ces enfants que nous sommes. Nos professeurs, nous sommes conscients que toute revendication visant l'amélioration des conditions est légale et légitime, mais il va falloir penser à la méthode de revendication. La grève illimitée qui met l'avenir des enfants en jeu, nous pensons que ça mérite d'être revu. Alors appel à nos enseignants, nos parents. Le Premier ministre vient de nous affirmer
qu'ils vont tendre la main aux négociations. Et nous interpellons nos responsables, nos enseignants, d'accepter la main tendue. Et voilà ce qui va nous permettre d'éviter cette formation. Le bureau de coordination de l'AEM a ensuite remis au chef du gouvernement une copie de cette déclaration. La route tue et continue de tuer au Mali. Selon les statistiques, plus de 540 personnes ont péri en 2016 suite à des accidents de la route sur les 5500 cas enregistrés. L'Agence nationale de sécurité routière ANASER tire la sonnette d'alarme à travers une marche funèbre de sensibilisation contre l'excès de vitesse. Le reportage de Agali Agagissa. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour les organisateurs d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les dégâts de la route. De l'hôpital Gabriel Touré, où est partie cette marche, on pouvait lire des messages comme la prudence pour sauver des vies. Au terme de la manifestation au ministère des Transports, les marcheurs ont remis une déclaration au ministre en charge du département. En 2016, sur les 541 tués sur la route, 121 l'ont été par suite d'excès de vitesse. Les statistiques que vous venez d'avancer inquiètent. La lutte contre l'insécurité routière est un combat de longue haleine et nécessite l'implication de tous. Maître Baber Gano avait à ses côtés son collègue en charge de la santé, le représentant de l'OMS. Une présence pleine d'essence car les accidentés sont reçus dans les centres hospitaliers. Si jamais on arrivait à améliorer la collecte de l'information sur les victimes des accidents, le nombre d'accidents et le nombre de victimes, en termes de morbidité et en termes de mortalité, ce serait beaucoup plus élevé. Donc on réduira au maximum les risques, on fera tout pour que la prise en charge soit également facilitée et accélérée. La journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest est célébrée le 8 mai de chaque année. Elle est placée cette année sous le signe du respect de la limitation des vitesses. Le gouvernement malien a procédé au lancement du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Sous la présidence du Premier ministre, le Mali, les partenaires techniques et financiers et l'administration s'engagent à reconstruire le secteur de la sécurité dans notre pays. Le reportage de Mariam Sakara. 3 entités s'agrippent à la reconstruction du secteur sécuritaire de notre pays pour éviter que la sous-région ne s'embrase avec l'extrémisme violent. Il s'agit du gouvernement malien, des partenaires techniques et financiers et de la MINUSMA. Le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, logé à la primature, entend relever des défis sécuritaires pour donner au Mali son lustre d'antan. L'enjeu est donc crucial. La situation sur le terrain rappelle que le temps est compté et que l'échec ou les retards n'ont plus leur place. Aussi, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement et les parties signataires pour le démarrage des activités de cette commission nationale et nous espérons que les travaux pourront dans les meilleurs délais atteindre les objectifs espérés. La reconstruction de ce secteur permettra en vrai sens la dynamique même de la stabilisation et de la reconstruction du Mali. Le Mali a certes connu beaucoup d'avancées ces derniers temps et nous avons vu l'avancée au niveau des accords, la tenue de la conférence nationale d'entente où toutes les forces de la nation, où tout le peuple s'est exprimé en désignant ce qu'il y a à faire et comment reconstruire une nation. Pour la réussite de cette mission des acteurs nationaux, le ministre de la Défense représentant le Premier ministre s'est dit ouvert à toute bonne volonté. Ce processus de réforme, qui sera mené conformément aux normes internationales, notamment les instruments de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, a pour objectif de disposer de forces de défense, de forces de sécurité, de forces économiques et environnementales, ainsi que d'un arsenal judiciaire capable d'assurer un système de sécurité global soutenu par une justice équitable en vue d'un développement harmonieux dans tous les secteurs. Le ministre Koulibaly a rappelé la vision du chef de l'État en matière de défense et de sécurité, une vision qui consiste à aller vers la stabilité de notre pays avec une armée forte et équilibrée. Cela fait 36 ans que le chanteur jamaïcain Robert Nesta, alias Bob Marley, est mort à l'âge de 36 ans.
La communauté Rasta du Mali commémore aujourd'hui l'anniversaire de la disparition de l'icône du reggae, grand défenseur des causes africaines. Pour l'occasion, Cheikh Oumar Sangaré ouvre une fenêtre sur les mélomanes de la musique reggae. 15 Zambogo. Gorofina. I play some music. Lassa. This is reggae music. Bref, les morceaux du répertoire musical de Robert Nesta alias Bob Marley sont régulièrement interprétés par les jeunes des quartiers de Bamako. Cela dénote de la popularité inédite du chanteur jamaïcain au sein de la jeunesse malienne 36 ans après son décès. Une popularité traduite aussi par la présence des fans qui prennent fait et cause pour son combat. Des admirateurs qui sont regroupés en mouvement Rastafari du Mali Mourasma. Essayer d'expliquer le rastafarisme à la population malienne et assortir l'identité culturelle africaine, promouvoir la paix, la justice entre tous les hommes. Voilà entre autres les objectifs du mouvement Rastafari du Mali. Les Rastas de Bamako sont généralement des artistes à l'image de Moussa Doumbia alias Balaski, l'un des premiers habitants de la colline de Lassa, les quartiers de prédilection des adeptes du mouvement. Depuis 90-91, je me suis mis sur cette colline avant même qu'il y ait trois maisons ici, quoi. Mais pas en solitude, mais plutôt j'étais avec l'art, la musique, la guitare et le violon. Le mouvement Rasta compte un millier d'adeptes et de sympathisants captés par la musique du chanteur jamaïcain. I've been searching the whole day for a really clever man. Les membres de la communauté Rasta du Mali sont des panafricanistes et œuvrent pour le respect et la paix. Ils commémorent aujourd'hui le 36e anniversaire de la mort de Robert Nesta, dit Bob Marley. À suivre après ce journal, un magazine spécial consacré aux influences de la musique de Bob Marley au Mali. Lancement à l'Institut français du Mali des journées culturelles de l'Europe autour de la thématique « L'Europe à la rencontre du Mali ». L'ouverture a été marquée par le vernissage d'une exposition intitulée « Ville de cinéma » de la photographe française Laure Vasconi, une activité suivie par un concert son et lumière animé par le groupe espagnol Oso León. Bonne soirée. Ces journées culturelles de l'Europe au Mali se veulent un cadre d'échange, de rencontres et surtout de retrouvailles de différents partenaires autour d'une série d'activités pluridisciplinaires en plein cœur de l'Institut français du Mali. L'ambassade de France est très heureuse d'accueillir à l'Institut français ces journées culturelles de l'Europe pour la première fois. La France, vous le savez, est très attachée à l'Europe et c'est important de montrer par la culture, ses valeurs et d'échanger avec les Maliennes et les Maliens sur cette culture européenne pour renforcer nos liens. À travers cet événement, les États membres de l'Union européenne entendent montrer le rôle crucial joué par la culture dans le développement. On utilise, si je puis dire, la journée de la fête de l'Europe qui est le 9 mai, un peu comme déclencheur. Donc ça, c'est le symbole. Les artistes européens, les acteurs font des choses et là, on a essayé de les regrouper autour de différentes disciplines. Les arts, la photographie, des caricaturistes, des échanges, des débats et des films. Et puis des orchestres, bien sûr. Le lancement a été surtout marqué par l'inauguration d'une exposition de photographie intitulée « Ville de cinéma de la française Laure Vasconi ». Au total, plus de 15 clichés issus de ces différents voyages sont exposés ici. J'ai traversé sur une dizaine d'années, en fait, un amour du cinéma, d'un certain cinéma, le cinéma russe, allemand, italien, anglais, qui m'a amené, en fait, sur les lieux. La soirée d'ouverture a pris fin dans la grande salle de spectacle, toujours à l'Institut français du Mali, par un concert exceptionnel du groupe espagnol Oso León. Des toilettes pour les 1500 élèves du lycée Ba Aminata Diallo, de la latrines qui sont donc offertes par la MINUSMA à travers le Bureau de la protection des femmes. Un geste qui améliorera sans doute les conditions de vie des élèves de cet établissement de Bamako. Toilettes donc offertes aux 1500 élèves du lycée Ba Aminata Diallo de Bamako par la MINUSMA
à travers le Bureau de la protection des femmes. Avant de nous séparer, le contenu de ce communiqué sur la base des prix fournisseurs du mois de mai 2017, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du vendredi 12 mai 2017. Supercarburant sans plomb, prix à la pompe 695 francs CFA, gasoil 605 francs CFA, distillate diesel oil DDO 605 francs CFA, fuel oil 180 411 francs CFA, pétrole lampant libre, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 884 francs CFA. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.